Bombes intelligentes contre stratégie intelligente, comment un Iran affaibli et décapité riposte. Ce que personne n'avait prévu. Il y a une image qui restera longtemps après que cette guerre sera terminée comme l'un des symboles les plus saisissants de l'écart entre la puissance affichée et la réalité du combat. C'est l'image de chasseurs israéliens de dernière génération, milliards de dollars de technologie embarquée, intelligence artificielle, guidage de précision, retournant en base avec la satisfaction du devoir accompli après avoir détruit des dizaines d'appareils iraniens soigneusement alignés sur les tarmacs. Des frappes réussies, des cibles détruites. Sauf qu'il ne s'agissait pas d'avions, c'était des peintures, des simulacres grandeur nature, peints sur le béton avec un réalisme suffisant pour tromper les capteurs optiques et les satellites de reconnaissance. L'Iran avait placé ses faux appareils là où les algorithmes d'identification de cibles adverses étaient programmés pour les trouver, et ses vrais avions ailleurs, dans des abris renforcés souterrains que les bombes n'avaient pas encore localisés. Cette anecdote, à elle seule, résume tout ce que cette guerre révèle sur le fossé entre la sophistication technologique et la sagesse stratégique. Salut à tous, je suis Alexandre Vauclair, analyste géopolitique et de la finance, et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Veuillez soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Cela m'aide à produire davantage d'analyses qualitatives pour vous. Je compte sur votre soutien. Partagez la vidéo autour de vous et merci de l'avoir fait, on continue. Les bombes intelligentes savent frapper une cible désignée avec une précision millimétrique. Elles ne savent pas distinguer un avion réel d'un avion peint si les données d'identification qui les guident sont fausses. Et l'Iran, depuis des décennies, a compris que la guerre se gagne d'abord dans les têtes avant de se gagner sur les champs de bataille. Que tromper l'adversaire sur ce qu'il frappe est aussi précieux que l'empêcher de frapper. Que la ruse, dans une guerre asymétrique entre le plus faible et le plus fort, n'est pas une roublardise de seconde zone, c'est la première arme. Au 7e jour de la guerre déclenchée le 28 février 2026 par les États-Unis et Israël contre l'Iran, cette leçon s'est imposée avec une force que même les analystes les plus sceptiques ne peuvent plus ignorer. L'Iran, dont tout le monde pensait qu'il s'effondrerait en 48 heures sous le poids de la coalition la plus puissante jamais assemblée contre lui, tient encore. Il tient, il riposte, il innove, il surprend. Et ce qu'il fait depuis une semaine est en train de réécrire les manuels de la guerre moderne. La première frappe, ce que le monde croyait savoir. Le 28 février 2026, quand les premières bombes américano-israéliennes ont commencé à tomber sur Téhéran, Ispahan, Qom, Tabriz et Khorramshahr, le monde a retenu son souffle. Les analystes militaires occidentaux avaient leur modèle prêt. Leurs projections affichaient une courbe de décomposition iranienne rapide, basée sur des précédents historiques comme les campagnes irakiennes de 1991 et 2003, comme la Libye de 2011, comme la Syrie après 2015. Le raisonnement était simple. Décapiter le commandement, détruire les infrastructures critiques, saturer les défenses et attendre que le régime s'effondre sous son propre poids. Trump avait annoncé 4 semaines. Certains murmuraient que ce serait peut-être moins. Khamenei fut tué le premier jour. Avec lui disparurent plusieurs des architectes militaires et politiques du régime islamique. Les chiffres de destruction s'accumulent depuis, 2000 cibles frappées, 1300 morts iraniens selon les bilans disponibles au jour J+7, des villes entières sous les bombes, des installations nucléaires dégradées, des centres de commandement pulvérisés. Sur le papier, c'est une campagne dévastatrice. Dans la réalité du terrain, quelque chose d'entièrement différent se passe. L'Iran riposte, non pas de façon symbolique avec quelques missiles tirés pour sauver la face avant une capitulation négociée. Il riposte de façon systématique, organisée, de plus en plus sophistiquée au fil des jours. Plus de 500 missiles balistiques et 2000 drones en une semaine. 27 bases américaines frappées dans la région. Des radars à 1 milliard de dollars détruits au Qatar. Des batteries THAAD neutralisées en Jordanie et aux Émirats arabes unis. Des installations portuaires frappées à Dubaï. L'aéroport Ben Gourion visé, le port de Tel Aviv touché, une frégate iranienne coulée par un sous-marin américain, certes, mais aussi, selon des sources que Washington n'a ni confirmées ni fermement démenties, un porte-avions américain contraint de reculer. Ce n'est pas la capitulation que l'on annonçait. C'est une guerre. 1984. La naissance d'une doctrine. Pour comprendre pourquoi l'Iran ne s'est pas effondré, il faut remonter à une date que la plupart des commentateurs occidentaux omettent systématiquement de citer dans leurs analyses, 1984. Nous sommes alors au cœur de la guerre Iran-Irak, l'une des plus meurtrières du XXe siècle après les 2 guerres mondiales. Saddam Hussein, soutenu par les États-Unis, la France, l'Union soviétique et les monarchies du Golfe, a lancé ses missiles SQD sur les villes iraniennes.
Téhéran, Ispahan, Shiraz ont subi des semaines de bombardements qui ont fait des milliers de victimes civiles. 5000 Iraniens tués dans ces frappes. Plus de 20 000 blessés. C'est dans ce traumatisme que l'Iran a pris une décision qui allait façonner les 40 années suivantes de sa stratégie militaire. Jamais plus. Jamais plus l'Iran ne se retrouverait sans missiles pour répondre, jamais plus ces villes absorberaient des bombardements ennemis sans capacité de riposte équivalente, et surtout, jamais plus ces systèmes de missiles ne seraient exposés en surface, vulnérables aux premières frappes d'un ennemi mieux équipé. Cette même année 1984, la première base souterraine pour missiles a commencé à être creusée dans les entrailles de la géologie iranienne. Ce programme, qui a démarré dans le secret absolu au cœur d'une guerre existentielle, est devenu au fil des décennies l'une des infrastructures militaires les plus impressionnantes jamais construites par une nation sous sanction. 40 ans de creusement, de renforcement, de perfectionnement. Des tunnels dont la largeur varie entre 6 et 12 mètres, suffisamment vastes pour qu'y circulent des véhicules de lancement de missiles. Des profondeurs atteignant parfois 500 mètres dans les massifs montagneux selon des déclarations du commandement des gardiens de la Révolution, des installations autonomes dotées de générateurs électriques indépendants, de réserves d'eau et de nourriture, d'ateliers de maintenance, de salles de commandement souterraines, des tunnels voûtés dont la forme en arc répartit les ondes de choc des explosions et protège le cœur des installations même quand les entrées sont touchées. Des dizaines d'entrées distinctes pour chaque complexe, séparées par des centaines de mètres, de sorte que détruire l'une n'empêche pas d'utiliser les autres. Ces installations ont un nom dans le vocabulaire militaire iranien, les villes de missiles. Ce nom n'est pas anodin. Il dit que ces complexes souterrains ne sont pas de simples entrepôts d'armes. Ce sont des villes à part entière, organisées, hiérarchisées, capables de fonctionner en autonomie pendant des mois. Des villes dans lesquelles des milliers d'hommes vivent, travaillent, maintiennent des armes, planifient des tirs et s'apprêtent à riposter quelles que soient les conditions en surface. Le général Hajizadeh, avant son assassinat en juin 2025, avait dit quelque chose qui résonne aujourd'hui avec une acuité particulière. Si nous dévoilons une ville de missiles par semaine pendant 2 ans, nous n'aurions toujours pas tout montré. Ces paroles n'étaient pas de la fanfaronnade. Elles étaient l'expression d'une vérité militaire que le Pentagone et le Mossad, malgré des décennies de surveillance satellitaire, n'ont pas réussi à cartographier complètement. Le Wall Street Journal a révélé que même à J+7 du conflit, les analystes américains se battaient avec une incertitude fondamentale. Personne ne sait combien de lanceurs restent opérationnels. Et cette incertitude est en elle-même une arme défensive d'une efficacité redoutable. L'adversaire qui ne sait pas ce qu'il lui reste à frapper ne peut pas planifier une campagne de destruction systématique avec confiance. La révolution du drone, comment l'Iran a transformé sa défaite en arsenal. Il y a dans l'histoire de l'arsenal iranien un épisode que l'on ne peut raconter sans une certaine ironie. La façon dont les États-Unis ont involontairement fourni à l'Iran le modèle de l'une de ses armes les plus redoutables. Le 4 décembre 2011, un appareil se pose doucement dans une région désertique de la province de Cachemar, dans l'est de l'Iran. Ce n'est pas un atterrissage prévu. L'appareil est un drone américain RQ-170 Sentinel, fabriqué par Lockheed Martin, à l'époque la merveille technologique de la surveillance furtive américaine. Il a été égaré, probablement piraté ou brouillé, et s'est posé en territoire ennemi pratiquement intact. La réaction initiale de Washington est caractéristique de la suffisance qui accompagne parfois la puissance. L'administration Obama a d'abord nié que le drone était américain, puis, face à la vidéo publiée par l'Iran, a demandé poliment sa restitution. L'Iran n'avait aucune intention de le rendre. Ses ingénieurs ont commencé à démonter l'appareil pièce par pièce, à analyser ses composants, à comprendre sa logique de construction, à documenter ses innovations technologiques. Ce processus de rétro-ingénierie, conduit par des équipes dont Washington avait sous-estimé la compétence, a accouché en quelques années de 3 appareils distincts, chacun prenant le meilleur du modèle original et l'adaptant aux besoins propres de la doctrine iranienne. Le premier, le Shahed 171, était une copie quasi parfaite du RQ-170. Le second, le Shahed 191, en était une version améliorée, dotée de capacités offensives que l'original n'avait pas. Et le troisième, le Shahed 136, est l'arme qui, 15 ans plus tard, est en train de mettre en difficulté la première puissance militaire mondiale dans le Golfe Persique. Ce drone kamikaze est d'une simplicité trompeuse. Il mesure environ 3,50 m d'envergure. Il pèse 200 kg au décollage. Il vole à 180 km/h, une vitesse que les avions de combat franchissent en quelques secondes, ce qui en fait paradoxalement l'une de ses forces défensives. Les systèmes d'interception sont calibrés pour des cibles rapides, et le Shahed, volant bas et lent,
passe sous le seuil de détection de nombreux radars conçus pour les missiles balistiques à haute altitude. Son autonomie lui permet de parcourir jusqu'à 2000 km. Sa tête de guerre contient 36 kg d'explosifs suffisants pour démolir un radar, incendier un dépôt de carburant ou percer la structure d'un bâtiment militaire. Et son moteur birotor lui permet d'atteindre une altitude de croisière de 4000 mètres. Son coût de production est estimé entre 20 000 et 30 000 $ selon les composants utilisés. 30 000 $, c'est le prix d'une voiture de luxe. C'est 100 fois moins qu'un missile solaire Patriot d'ancienne génération. C'est 500 fois moins qu'un intercepteur Arrow. Et c'est 1000 fois moins que certains missiles Tchad. Quand l'Iran lance ce drone, il sait qu'il y a des chances qu'il soit intercepté. Il sait que l'interception elle-même constitue sa victoire économique parce qu'elle oblige l'adversaire à dépenser 100 fois, 500 fois, 1000 fois sa valeur pour le détruire. La guerre asymétrique ne se mesure pas en victoire ponctuelle. Elle se mesure en épuisement relatif des ressources adverses sur la durée. Et la leçon n'est pas perdue pour Washington. Les États-Unis ont eux-mêmes procédé à la rétro-ingénierie du Shahed 136 pour en faire leur propre drone kamikaze bon marché, baptisé LUCAS pour Low Cost Unmanned Combat Attack System. Ce drone américain inspiré du drone iranien a été utilisé lors de l'opération Epic Fury contre l'Iran. Si la situation n'avait pas le drame qu'elle porte en elle, ce retournement de l'histoire mériterait quelques lignes dans un recueil d'humour militaire. La stratégie en 2 temps. Épuiser puis frapper. Ce qui rend la doctrine iranienne dans cette guerre particulièrement difficile à contrer pour Washington, c'est qu'elle ne ressemble à rien de ce que les manuels de stratégie classiques décrivent. Elle n'a pas de front de bataille, elle n'a pas d'objectif territorial défini, elle ne cherche pas à conquérir, elle cherche à coûter. L'Iran a mené ses 7 premiers jours de guerre selon une logique en 2 phases, dont la clarté n'a été pleinement perçue qu'avec le recul, une fois que la deuxième phase avait commencé à se déployer. La première phase consistait à vider les coffres de l'adversaire. Les drones Shahed, les vieux missiles à carburant liquide, les roquettes qui volent lentement et que les radars détectent de loin, tout ce stock dont l'Iran disposait en quantités industrielles a été envoyé en vagues répétées, non pas pour détruire des cibles stratégiques spécifiques, mais pour forcer les défenses adverses à tirer. Chaque interception coûte à l'adversaire entre 1 et 15 millions de dollars. Une vague de 500 drones impose potentiellement des centaines de millions de dépenses défensives en quelques heures. Le résultat a été aussi prévisible que délibéré. Au terme de la première semaine, les pays du Golfe alliés aux États-Unis se retrouvaient à court de missiles d'interception. Le Qatar avait averti confidentiellement Washington, selon un rapport Bloomberg, que son stock de Patriot serait épuisé en 4 jours si le rythme des attaques se maintenait. Les Émirats arabes unis voyaient leur système de défense antimissile saturé. Les chaînes de production américaines, qui fabriquent environ 600 intercepteurs Patriot par an, ne peuvent pas compenser en temps réel ce qui se consomme en quelques heures. L'intendance américaine, pour reprendre le mot de Christophe Barbier dans les premières analyses de ce conflit, n'a pas suivi. Et c'est exactement à ce moment-là, quand les couches de défense adverses sont entamées, que l'Iran a décidé de sortir ses vrais instruments. La deuxième phase, les missiles à fragmentation Khorramshahr 4, les engins hypersoniques Fatah 2, le Khaybar Shekan avec ses 20 à 50 sous-munitions indépendantes. Ces armes ne sont pas des renforts envoyés parce que les premières ont échoué. Elles étaient la destination finale dès le départ. Les premières vagues de drones n'étaient que le chemin pour y arriver. Un stratège américain cité par plusieurs médias américains a formulé cette logique avec une franchise brutale. Imaginez un drone qui coûte $1. Pour l'arrêter, l'adversaire doit dépenser entre 20 et 28 $, multiplié par des milliers de drones, et vous comprenez que l'économie de la guerre penche structurellement contre le défenseur qui utilise des intercepteurs coûteux contre des projectiles bon marché. L'Iran a compris ce jeu avec une profondeur que Washington a mise du temps à mesurer. Le Fatah et le Khaybar, quand la physique rencontre la stratégie. Quand la deuxième phase de la riposte iranienne s'est déclenchée, les habitants de Tel Aviv ont vu quelque chose dans le ciel nocturne que personne parmi eux n'avait jamais vu de cette façon. Pas un missile, pas 2 missiles, une floraison lumineuse, un bouquet de petites lumières incandescentes se dispersant dans l'obscurité comme une constellation d'étoiles tombées du mauvais côté du ciel. C'était un Khaybar Shekan en train d'ouvrir sa tête de guerre à 7 km d'altitude, libérant entre 20 et 50 sous-munitions indépendantes sur une zone de 16 km de diamètre. Le Khaybar Shekan, dont le nom honore la bataille de Khaybar au 7e siècle, est un missile balistique à propergol solide qui peut emporter une ogive de la taille d'une petite voiture. Sa particularité opérationnelle est dans la nature de cette ogive. Elle ne se contente pas d'exploser sur sa cible. Elle s'ouvre en vol et disperse ses sous-munitions sur une surface équivalente à plusieurs quartiers d'une ville.
Pour les systèmes de défense antimissiles conçus pour traquer et détruire un projectile unique, cette dispersion représente un cauchemar algorithmique. Le dôme de fer, David's Sling, l'Arrow, tous ces systèmes reposent sur la capacité à identifier une trajectoire, à prédire un point d'impact et à envoyer un intercepteur sur le chemin d'un seul objet en mouvement. Face à 20 sous-munitions qui se dispersent simultanément en 20 trajectoires différentes au-dessus de 16 km, le système doit choisir ce qu'il va tenter d'intercepter. Et tout ce qu'il ne choisit pas atteint sa cible. Mais si le Khaybar Shekan est redoutable, c'est le Fatah 2 qui représente la rupture technologique la plus fondamentale de cet arsenal. Ce missile, que l'Iran présente officiellement comme son premier engin hypersonique à propulsion autonome, voyage à Mach 15 en dehors de l'atmosphère, soit plus de 18 000 km par heure. À l'intérieur de l'atmosphère, il ralentit à Mach 8, environ 10 000 km par heure, soit 20 fois la vitesse d'un avion commercial de croisière. La chaleur générée par cette rentrée atmosphérique crée un plasma autour de la tête de guerre qui rend temporairement toute communication radio impossible avec elle, compliquant les tentatives d'interception guidées par signal. Mais la caractéristique la plus déstabilisante du Fatah 2 n'est pas sa vitesse, c'est sa capacité à modifier sa trajectoire en cours de vol. Les systèmes d'interception antimissiles reposent tous, à des degrés divers, sur une logique de prédiction. Si je sais où est le missile maintenant et quelle est sa trajectoire, je peux calculer où il sera dans 30 secondes et envoyer un intercepteur à ce point. C'est la logique balistique classique. Un missile qui change de trajectoire pendant son approche terminale casse cette logique. L'intercepteur est envoyé vers un point où le missile ne sera pas. La deuxième tentative d'interception doit être calculée en quelques secondes, sans garantie que la trajectoire ne changera pas encore. 10 missiles de ce type, tirés simultanément contre un système défensif déjà partiellement épuisé par des semaines de tirs de drones, représentent une probabilité d'impact non négligeable, même face aux défenses les plus avancées du monde. Un exemple concret suffit à mesurer l'impact de ces armes. Le 2 mars, une série de frappes a causé des dommages dans la région de Tel Aviv et aux abords de l'aéroport Ben Gourion d'une ampleur telle qu'Israël a activé une censure militaire stricte sur les images et vidéos. Des photos ont néanmoins filtré, montrant des buildings éventrés, des cratères dans des rues résidentielles, des décombres sur plusieurs centaines de mètres, et l'un des détails les plus révélateurs, les équipes de déblaiement ont découvert, dans les jours suivants, des dizaines de sous-munitions non explosées dans différents quartiers de Tel Aviv. Ces engins dormants pourraient exploser pendant des jours encore. Un seul missile iranien avait endommagé 40 bâtiments dans un seul quartier résidentiel, forçant l'évacuation de 200 personnes. Détruire les yeux de l'ennemi. La campagne de décapitation radar. Parmi toutes les opérations menées par l'Iran depuis le début de cette guerre, celle qui révèle le mieux la profondeur de sa planification stratégique est peut-être la moins spectaculaire visuellement, mais la plus dévastatrice dans ses conséquences pratiques. La destruction systématique des radars américains dans la région. Ce n'était pas une série de frappes opportunistes. C'était une campagne conduite dans un ordre délibéré avec une compréhension claire de l'architecture de défense adverse et de la hiérarchie des vulnérabilités à exploiter. Les États-Unis opèrent dans le monde 8 batteries Tchad, ces systèmes de défense antimissiles de haute altitude dont chaque radar AN/TPI-2 est le cerveau central. Sans son radar, une batterie Tejahad est fonctionnellement aveugle, incapable de générer les données de tracking nécessaires pour guider ses intercepteurs. L'Iran le savait et il a frappé les radars en priorité. En Jordanie, à la base aérienne de Mouafaq Salti, à plus de 800 km de l'Iran, un radar THAAD a été frappé par ce qui semble avoir été plusieurs tentatives successives, les images satellites montrant 2 cratères de 4 mètres de profondeur autour des 5 remorques de 40 pieds qui constituaient le système. Au Qatar, sur le site Doum Dahal, le radar d'alerte avancé AN/FPS 132, bloc 5, fleuron du réseau de surveillance américain dans la région, évalué à 1,1 milliard de dollars et capable de scanner le ciel jusqu'à 5000 km, a été atteint par une frappe d'une précision qui a stupéfié les experts militaires. Ce radar n'était pas simplement cher. Il était l'œil central qui permettait à chacun des systèmes de défense antimissiles disséminés dans la région de recevoir des données de tracking précoces suffisamment précises pour orienter ses tirs. Sa disparition a rendu aveugle, selon une source militaire américaine citée par CNN, l'ensemble des batteries tchadées de la région. Aux Émirats arabes unis, un second radar THAAD a été neutralisé. En Arabie saoudite, de la fumée s'est élevée d'un site proche de la base aérienne Prince Sultan. La question qui s'est immédiatement posée à tous les analystes est celle de la précision. Ces sites n'étaient pas des cibles évidentes. Certains étaient camouflés.
D'autres se trouvaient à l'intérieur de bases militaires à accès contrôlé. Comment l'Iran a-t-il obtenu des coordonnées suffisamment précises pour les frapper avec cette efficacité? La réponse partielle qu'a fournie le Washington Post du 6 mars, citant 3 responsables américains, pointe vers l'aide en renseignements fournis par la Russie, qui partagerait en temps réel les positions des actifs américains dans la région depuis les premières heures du conflit. Mais il y a aussi, dans la doctrine iranienne elle-même, une part de la réponse. L'Iran a passé des années, des décennies, à cartographier les empreintes électromagnétiques des systèmes radars américains dans la région. Les signaux qu'émet un radar ANTPI-2 en fonctionnement sont identifiables. Leur fréquence, leur modulation, leur cycle d'émission sont documentés dans les archives des services de renseignement électronique iraniens. Ces archives, constituées par une surveillance patiente depuis des bases d'écoute dispersées sur tout le territoire, ont permis à l'Iran de localiser avec précision des équipements qui n'étaient jamais officiellement annoncés publiquement. Une intelligence faite de patience, d'écoute et d'analyse contre des satellites de reconnaissance et des jets de combat à 50 millions de dollars. La stratégie intelligente contre les bombes intelligentes, une fois de plus. L'architecture de la défense aérienne israélienne face à la doctrine de saturation. Il serait injuste de ne pas reconnaître ce que l'architecture de défense anti-missile israélienne représente en termes d'ingénierie et d'investissement. Le système qu'Israël a construit au fil des années, avec un soutien financier et technologique américain massif, est probablement le plus élaboré au monde pour ce qui concerne la défense d'un territoire contre les missiles balistiques. Il fonctionne selon une logique de couches successives, chacune conçue pour intercepter des menaces à différentes altitudes et à différentes phases de leur trajectoire. L'Arrow 2 constitue la couche haute, capable d'intercepter des missiles balistiques dans la haute atmosphère à 50 km d'altitude, avec une capacité théorique de détruire simultanément jusqu'à 14 cibles. David's Sling prend le relais pour les menaces à portée intermédiaire, entre 40 et 300 km, utilisant des intercepteurs à énergie cinétique qui n'ont pas besoin d'ogives explosives. Ils détruisent leurs cibles par la simple énergie d'impact d'un objet qui les percute à plusieurs milliers de kilomètres par heure. Le dôme de fer, enfin, gère la défense de proximité contre les roquettes et les drones à courte portée, avec un algorithme de discrimination qui ne dépense pas d'intercepteurs sur des projectiles dont la trajectoire prédit qu'ils tomberont dans des zones non habitées. Derrière tout cela, les batteries Tchahad américaines rajoutent une couche supplémentaire contre les missiles à longue portée et les destroyers équipés de missiles SM-6 dans les eaux régionales complètent le dispositif. Sur le papier, c'est un filet quasiment parfait. Dans la réalité de cette guerre, ce filet est en train de montrer ses mailles. L'Iran a trouvé la faille systémique que tous ses ingénieurs n'avaient peut-être pas suffisamment prise en compte. Le nombre. Pas le nombre de quelques dizaines ou de quelques centaines de missiles. Le nombre de centaines simultanément en mélange sur plusieurs couches d'altitude différentes, avec des vitesses différentes, des profils de vol différents, certains accompagnés de leurres et de drones qui dispersent l'attention des systèmes de contrôle de tir. Le dôme de fer peut traiter un certain nombre de menaces simultanées avant que ces algorithmes ne se retrouvent à devoir prioriser ce qu'ils tentent d'arrêter. L'Arrow peut gérer un certain nombre de missiles à haute altitude avant d'épuiser ses intercepteurs ou sa capacité de traitement. Passé ce seuil, le système ne s'effondre pas d'un coup, il fuit. Et chaque fuite laisse passer quelques projectiles qui, eux, atteignent leur cible. Avant de continuer, abonnez-vous pour soutenir la chaîne et dites-moi depuis quel pays vous suivez ma chaîne dans les commentaires. Merci de l'avoir fait et on continue. La ville de missiles face aux bombes Bunker Buster. Les États-Unis ont compris, dès les premières heures du conflit, qu'ils ne pourraient pas gagner cette guerre aérienne en détruisant les missiles iraniens sur leur rampe de lancement. Il n'y a pas de rampe de lancement visible en surface, ou si peu. Les appareils que les satellites de reconnaissance et les avions de renseignement peuvent voir sont, pour la plupart, des leurs. Les véritables lanceurs sont dans les tunnels, et c'est pourquoi Washington a décidé de déployer ses bombardiers furtifs B-2 Spirit avec des bombes Bunker Busters, ces engins de plusieurs tonnes conçus pour pénétrer la roche et le béton avant d'exploser à l'intérieur des installations enterrées. La campagne de bombardement des villes de missiles est en cours. Des images satellites montrent des impacts et de la fumée autour d'entrées de complexes souterrains dans plusieurs provinces iraniennes, Tabriz dans le nord-ouest, Kermanshah dans l'ouest, des sites dans le sud de l'Iran près du golfe Persique. Les avions américains et israéliens patrouillent au-dessus de ces zones et frappent les lanceurs mobiles dès qu'ils émergent des tunnels pour procéder à un tir. Mais voici ce que les concepteurs de ces villes de missiles avaient anticipé avec une clarté que 40 ans de construction suggèrent n'avoir jamais été abandonnée.
Chaque complexe dispose de dizaines d'entrées distinctes, séparées par des centaines de mètres à des kilomètres les unes des autres. Détruire une entrée ne détruit pas le complexe. Les tunnels sont voûtés pour dissiper les ondes de choc. Des portes antidéflagrantes et des chambres de décompression absorbent les surpressions. La profondeur dans les complexes montagneux dépasse parfois ce que les bombes conventionnelles peuvent atteindre. Et surtout, le commandement des tirs a été décentralisé bien avant que la guerre ne commence. Les gardiens de la Révolution avaient délégué l'autorité de tir très bas dans la chaîne de commandement, de sorte que même si des officiers supérieurs étaient tués, les unités de terrain continuaient à opérer de façon autonome. Ce dernier point est crucial et mérite qu'on s'y arrête. L'une des erreurs fondamentales dans la planification de cette guerre du côté américano-israélien a peut-être été de croire qu'une organisation militaire aussi centralisée que les gardiens de la révolution iraniens s'effondrerait avec sa tête. La mort de Khamenei, la neutralisation de plusieurs commandants militaires de haut rang, les frappes sur les centres de commandement, tout cela était censé paralyser la capacité de décision iranienne. Mais l'Iran avait anticipé exactement ce scénario. Le commandement des frappes de représailles avait été réparti, codifié, entraîné à fonctionner sans communication avec le sommet de la hiérarchie si nécessaire. Une organisation militaire qui peut continuer à opérer même quand ses généraux sont morts est une organisation que les frappes de décapitation ne peuvent pas neutraliser complètement. L'économie de la guerre. Qui peut tenir le plus longtemps? Il y a une dimension de ce conflit que les images de missiles et les communiqués militaires ont tendance à éclipser, mais qui sera peut-être déterminante dans son issue. La question de l'argent. Pas l'argent de la guerre en général, mais l'argent de chaque tir, de chaque interception, de chaque reconstruction. Et sur ce terrain-là, les mathématiques parlent en faveur de l'Iran. Produire un drone Shahed coûte entre 20 et 30 000 $. Produire un missile balistique moyen comme le Fateh 110 ou le Zolfaghar coûte quelques centaines de milliers de dollars. Produire le Khorramshahr 4, l'arme la plus sophistiquée de l'arsenal iranien, coûte quelques millions de dollars. Face à ces coûts, les intercepteurs adverses, un Patriot PAC-3 entre 1 et 15 millions de dollars selon les variantes, un SM-6 entre 3 et 5 millions, un Arrow 3 autour de 2 millions. La disproportion est structurelle. Pour chaque dollar que l'Iran dépense en drone, l'adversaire dépense 20 à 28 dollars pour l'abattre, selon les calculs de la stratégiste américaine Kelly Grieco. Sur des milliers de drones, cet écart devient une saignée financière impossible à ignorer. Et pendant que les intercepteurs se consomment, les usines iraniennes continuent de produire. Les gardiens de la Révolution avaient déclaré dans les jours précédant ce conflit que l'Iran produisait de nouveaux missiles pendant qu'il tirait les anciens. Cette déclaration n'était pas rhétorique. Un navire avait livré au port de Bandar Abbas en février 2025 1000 tonnes de perchlorate de sodium, un composant essentiel du propergol solide pour missiles. Cette quantité unique était suffisante, selon les estimations des experts occidentaux, pour fabriquer environ 260 missiles Khaybar-Shekan. Une seule livraison. Et les chaînes logistiques qui alimentent la production iranienne n'ont pas cessé de fonctionner depuis. Les États-Unis, de leur côté, produisent 600 intercepteurs Patriot par an. L'Iran tire potentiellement autant de missiles balistiques en un mois. La guerre d'attrition, menée sur cette échelle, crée une asymétrie de renouvellement des stocks que Washington ne peut pas compenser rapidement, d'autant moins que ces arsenaux sont déjà sollicités par le soutien à l'Ukraine et le maintien de la dissuasion dans la péninsule coréenne et dans le Pacifique. La leçon que l'Iran donne au monde. Cette guerre est en train d'être observée avec une attention très particulière par des pays qui n'y participent peut-être pas mais qui prennent des notes, parce qu'elle démontre de façon plus concrète et plus documentée que n'importe quel exercice théorique que la puissance militaire conventionnelle n'est pas une équation à une variable, que la supériorité aérienne absolue ne garantit pas la victoire si le défenseur a construit son architecture militaire en conséquence. Que les sanctions économiques, aussi sévères soient-elles pendant des décennies, n'empêchent pas nécessairement un pays déterminé de construire un arsenal suffisant pour rendre la guerre coûteuse. L'Iran a démontré en une semaine plusieurs vérités que les planificateurs militaires du monde entier vont intégrer dans leur pensée stratégique pour les décennies à venir. La première, c'est qu'une infrastructure souterraine, dispersée, profonde et décentralisée est quasi indestructible par des frappes aériennes conventionnelles, même avec des bombes bunker buster et des bombardiers furtifs. La seconde, c'est que l'économie asymétrique des drones bon marché contre des intercepteurs coûteux peut épuiser la capacité défensive d'une alliance entière en quelques semaines.
La troisième, c'est que les missiles à saturation et à sous-munitions peuvent dégrader des systèmes de défense multicouches construits pour coûter des milliards en y injectant de la quantité là où ils sont conçus pour gérer la qualité. Et la quatrième, peut-être la plus profonde, c'est que la décentralisation du commandement, préparée en temps de paix, peut survivre à des frappes de décapitation qui auraient autrement paralysé toute autre armée. Ces leçons ne concernent pas seulement les nations qui rêvent de tenir tête à la puissance américaine. Elles concernent tout pays qui doit planifier sa défense dans un monde où les guerres coûteuses et incertaines ont remplacé les victoires décisives rapides. L'Iran, sanctionné, isolé, bombardé, décapité de son guide suprême le premier jour, tire encore au 7e jour. Et il tire avec des armes plus sophistiquées qu'au premier jour. Les leurres, les faux avions et la génie de la déception. Il serait incomplet de parler de la stratégie intelligente de l'Iran sans consacrer une section entière à la dimension qui la distingue le plus radicalement de toute doctrine militaire purement technologique, l'art de la déception. L'Iran ne cherche pas seulement à frapper l'ennemi, il cherche à lui faire frapper ce qui n'existe pas, à lui faire dépenser ses ressources précieuses sur des fantasmes construits avec des matériaux ordinaires et de la créativité. Les avions peints en trompe-l'œil sur les tarmacs sont l'exemple le plus théâtral de cette doctrine, mais ils ne sont pas isolés. Les villes de missiles souterraines elles-mêmes sont accompagnées d'un réseau entier de fausses installations de surface, conçues pour imiter les signatures thermiques et visuelles des vraies. Des ventilateurs d'aération qui créent des empreintes infrarouges ressemblant à celles d'installations militaires actives. Des porches d'entrée en béton qui donnent l'apparence d'accès souterrain sur des sites qui ne mènent nulle part. Des lanceurs factices en bois ou en matériaux composites, dimensionnés et peints pour être indiscernables de vrais TL sur les images satellites à basse résolution. Des véhicules gonflables qui imitent la signature de camions militaires sur les photos d'observation. Cette industrie de la déception n'est pas improvisée. Elle est structurée, planifiée et intégrée dans chaque aspect de la posture défensive iranienne. Chaque vrai site militaire est accompagné d'un ou plusieurs faux sites dans son environnement proche, créant un problème de ciblage que même les meilleures intelligences de reconnaissance ne peuvent pas résoudre avec certitude. Le rapport coût-efficacité est ici encore vertigineux. Un lanceur factice en bois coûte peut-être quelques centaines de dollars. La bombe Bunker Buster envoyée pour le détruire coûte plusieurs dizaines de milliers. Et chaque bombe dépensée sur un leurre est une bombe qui n'a pas été envoyée sur une cible réelle. Cette même logique s'étend aux tunnels eux-mêmes. Les ingénieurs militaires iraniens ont compris que la forme architecturale d'une entrée de tunnel militaire est détectable depuis l'espace. Ils ont donc construit de fausses entrées, décorées du béton armé et des grilles métalliques caractéristiques d'une vraie installation militaire souterraine menant à des espaces vides ou à des couloirs de quelques dizaines de mètres qui n'abritent rien d'opérationnel. Ces entrées sont là pour attirer les bombes, pour consommer les stocks de munitions adverses, pour créer de l'incertitude dans les planificateurs de frappe qui ne savent jamais si l'image satellite qu'ils analysent montre une vraie installation ou un piège élaboré. Les services de renseignement américains et israéliens ont passé des années à construire une cartographie des installations militaires iraniennes. Cette cartographie est incomplète par définition, parce que l'Iran a délibérément construit son infrastructure pour rendre toute cartographie complète impossible. Mais surtout, elle est peut-être partiellement fausse. Une partie des cibles identifiées au fil des années de surveillance pourrait être exactement ce que l'Iran voulait que ses adversaires identifient, des leurres élaborés, suffisamment crédibles pour apparaître dans des bases de données d'objectifs suffisamment vides pour n'abriter rien d'irremplaçable. La question de combien de bombes américaines ont frappé de fausses cibles depuis le début de ce conflit est une question à laquelle nul ne peut répondre avec certitude. Et cette incertitude même est une victoire iranienne. La révolution des sous-munitions et l'avenir des guerres. La présence du Khaybar Shekan et du Khorramshahr 4 sur ce théâtre d'opération a suscité dans les milieux d'analyse militaire internationaux un débat qui va bien au-delà de ce conflit spécifique. Sommes-nous en train d'assister à la fin de l'efficacité des systèmes de défense antimissiles conventionnels face à des armes conçues précisément pour les contourner? La réponse courte est que nous observons quelque chose de plus subtil qu'une simple invalidation technologique. Les missiles à sous-munitions et les engins hypersoniques manœuvrants ne rendent pas les systèmes de défense antimissiles entièrement obsolètes. Ils rendent inopérants les modes d'emploi pour lesquels ces systèmes ont été conçus. Le dôme de fer fonctionne parfaitement contre les roquettes à courte portée de type Katyusha. L'Arrow fonctionne parfaitement contre les missiles balistiques à trajectoire prévisible. Mais ni l'un ni l'autre n'ont été initialement conçus pour des sous-munitions dispersées sur 16 km, ni pour des engins qui changent de trajectoire pendant leur approche finale à Mach 8.
Ce qui est en train de se passer en temps réel au-dessus du ciel israélien et du golfe Persique, c'est un stress test de la doctrine de défense antimissile telle qu'elle a été bâtie depuis les années 1990. Et les résultats sont éloquents. Des bâtiments endommagés à Tel Aviv, un radar à $1 milliard détruit au Qatar, des batteries Tchahad neutralisées en Jordanie et aux Émirats arabes unis. Ces résultats ne signifient pas que les systèmes de défense antimissiles sont inutiles, ils signifient que leur architecture doit être repensée en tenant compte de menaces qu'elle n'avait pas intégrées à sa conception initiale. Et pendant que cette repensée s'impose douloureusement à Washington et Tel Aviv, l'Iran continue de produire. Ces ingénieurs, formés dans les universités iraniennes avec une aide technologique chinoise et nord-coréenne remontant aux années 1980, continuent de perfectionner leurs armes. Le programme hypersonique, dont le Fatah 2 est la version actuelle, a plusieurs générations de développement devant lui. Les capacités de guidage terminal, les technologies de contre-mesures électroniques embarquées, les propergoles à plus haute énergie spécifique, tous ces axes de progrès sont en cours de développement dans des laboratoires que les bombes américaines n'ont pas encore trouvés. Parce qu'ils sont dans des tunnels, sous des montagnes, dans des villes de missiles que même Hajizadeh disait n'avoir pas fini de dévoiler. L'Iran a commencé à construire ces tunnels en 1984, l'année où Saddam Hussein bombardait ces villes avec des S-Scud soviétiques. 41 ans plus tard, ce travail de patient, obstiné et invisible génie défensif est en train de montrer ce qu'il vaut. Pas dans la paix, pas dans les discours, mais dans le seul contexte où la vérité militaire finit toujours par se révéler, la guerre elle-même, ce que cela signifie pour l'avenir. Donald Trump n'est plus aussi catégorique dans ses déclarations publiques qu'il l'était le matin du 28 février. La voix a perdu de son assurance. Les conférences de presse sont plus courtes. Les objectifs initiaux, changer le régime, détruire l'arsenal balistique, éliminer toute ambition nucléaire, semblent s'être fondus dans une formulation plus vague de « continuer jusqu'à ce que l'Iran comprenne ». Les ambassades américaines ferment une à une dans les pays du Golfe. Des vétérans américains commencent à questionner publiquement pourquoi l'Amérique combat la guerre d'Israël. Des sondages montrent que seulement 12% des Américains soutiennent une invasion terrestre et à peine 27% la guerre dans son ensemble. L'Iran, lui, n'a pas changé de position depuis le premier jour. Pas de capitulation, pas de reddition inconditionnelle, pas même de négociation avec Washington dans les conditions que Trump pose. Ce que l'Iran a répété inlassablement depuis le début, c'est qu'il cessera les frappes quand les bombes américano-israéliennes cesseront de tomber sur ces villes. C'est une position d'une simplicité désarmante, et elle est tenue jusqu'à présent. Ce conflit n'est pas terminé. Son issue reste incertaine, mais son enseignement central est déjà lisible. Dans la guerre du XXIe siècle, la puissance brute ne suffit plus à garantir la victoire si l'adversaire a eu la sagesse de construire sa stratégie non pas pour égaler la puissance brute, mais pour la rendre inefficace. L'Iran a travaillé à cela pendant 40 ans, et il est en train de démontrer, sous les bombes, que ce travail n'était pas vain. Les bombes intelligentes frappent ce qu'on leur dit de frapper. Elles ne peuvent pas frapper ce qu'elles ne trouvent pas. Elles ne peuvent pas reconstruire les radars qu'elles ont oublié de protéger. Elles ne peuvent pas rembourser les intercepteurs consommés à 20 fois le prix des cibles qu'ils ont détruites. Et elles ne peuvent pas, finalement, soumettre un peuple qui a décidé de tenir. Ce conflit n'est pas terminé. Son issue reste incertaine, et personne n'a encore la clé de sa résolution. Mais son enseignement central est déjà lisible, avec une clarté que les prochains manuels de stratégie militaire devront honorer. Dans la guerre du XXIe siècle, la puissance brute ne suffit plus à garantir la victoire si l'adversaire a eu la sagesse de construire sa stratégie, non pas pour égaler la puissance brute, mais pour la rendre inefficace, coûteuse et finalement insoutenable sur la durée. L'Iran a travaillé à cela pendant 40 ans, dans le secret des montagnes Zagros et Alborz, dans les tunnels creusés mètre par mètre depuis 1984, dans les usines de composants électroniques montées en dépit des sanctions, dans les laboratoires de propergol solides alimentés en perchlorate par des cargos anonymes, et maintenant, sous les bombes les plus sophistiquées que le monde ait jamais fabriquées, il est en train de démontrer que ce travail n'était pas vain. Les bombes intelligentes frappent ce qu'on leur dit de frapper, mais elles ne peuvent pas frapper ce qu'elles ne trouvent pas. Elles ne peuvent pas reconstruire les radars détruits avant qu'elles ne soient lancées. Elles ne peuvent pas rembourser les intercepteurs consommés à 20 fois le prix des cibles qu'ils ont détruites. Elles ne peuvent pas répondre à une stratégie qui a été conçue spécifiquement pour les rendre inefficaces, et elles ne peuvent pas, finalement, soumettre un peuple qui a décidé, dans la douleur et dans la conscience claire de ce qu'il risque, de tenir. L'Iran tient. Au 8e jour, il tient encore. Et chaque heure supplémentaire de résistance est une heure de plus dans laquelle la définition de la puissance militaire dans le XXIe siècle est en train d'être réécrite. Ce que cette guerre enseigne au reste du monde est peut-être la leçon la plus précieuse de toutes.
que la souveraineté stratégique d'une nation, sa capacité à résister à des pressions extérieures qui auraient dû la briser, ne se construit pas dans l'urgence d'une crise. Elle se construit lentement, patiemment, invisiblement, pendant les années de paix relative, dans les tunnels que personne ne voit et les laboratoires que personne ne photographie. L'Iran a fait ce choix en 1984. 41 ans plus tard, ce choix est ce qui lui permet de tenir debout sous les bombes les plus avancées de l'histoire de la guerre aérienne. Appeler cela une victoire est peut-être prématuré, mais appeler cela un échec serait une erreur que seule l'arrogance pourrait commettre.